Bonjour, bonsoir et surtout bonne fête à vous tous qui nous rejoignez des quatre coins de la planète. Je ne vous apprends rien en vous disant que dans quelques jours c'est Noël. Certains sont très tranquilles, ils ont tout prévu et d'autres paniquent. Ils n'ont pensé à rien mais à rien du tout. Voici de quoi les inspirer sommaire. Dernier préparatif pour que tout soit beau, fleurs et papier cadeaux. La grande histoire des stars miniatures de Noël. Un repas de chef pour une table de Noël tout en relief. Pour ceux qui n'ont aucune idée cadeau et qui veulent quand même et à coup sûr faire plaisir, 2 plans de dernière minute. En plein hiver, point n'est besoin de gravir une montagne pour recueillir les Edelweiss. Il suffit d'entrer dans le jardin secret des 2 boutiques parisiennes de Flower. Une excursion sauvage et romantique où le savoir-faire se mêle à l'artistique. Allez fêter Noël avec des fleurs, il paraît qu'elles adoucissent les cœurs. Depuis 2005, je me suis lancé dans cette aventure. Je me suis entouré aussi bien de professionnels venant de la filière des fleuristes que de gens qui viennent de la décoration ou des beaux-arts pour pouvoir proposer quelque chose d'un peu différent. L'engagement artistique, c'est l'atout de cette boutique. L'exclusivité que nous, on va avoir va dépendre vraiment des saisons et des producteurs. Donc en ce moment, ce que l'on va avoir, ce sont encore des roses de jardin. Des roses qui ont un format un petit peu différent, qui vont avoir une odeur, qui vont encore évoluer dans le vase. Le Flower Power, tout en douceur. On essaye de trouver des produits un peu décalés, et puis obligatoirement, je dirais exceptionnels, parce que leur production est faible et parce que les gens qui produisent cherchent à faire quelque chose un peu d'exception. Un luxe éphémère à la beauté passagère. On travaille aussi bien évidemment avec quelques producteurs mondiaux et on va donc trouver des produits comme la pivoine qui vient là de Nouvelle-Zélande, qui est un produit exceptionnel, qu'on ne trouvera même pas au printemps chez nous parce qu'elle est cultivée probablement de manière un peu différente. Et surtout, elle évolue beaucoup mieux en hiver finalement qu'elle évolue au printemps parce qu'il fait un peu trop chaud. Ce qu'elle a de particulier, on peut le voir, c'est l'évolution déjà de la forme qui est incroyable. C'est un bouton qui tiendrait dans la paume d'une main et ensuite la fleur, quand elle était vraiment ouverte, elle tiendrait dans les paumes des 2 mains. Et puis l'évolution de sa couleur, qui est un changement radical de forme et de couleur. Donc c'est une matière qui va vivre pendant 8 jours, qui va complètement évoluer, qui va être extrêmement vivante. Ce sont des fleurs qui vivent, qui continuent à vivre une fois qu'on les a coupées, qui continuent à évoluer dans votre vase, comme elles évolueraient si elles étaient restées plantées. La chance de cette boutique, c'est qu'à la base, ce n'était pas du tout un fleuriste, c'est un ancien tapissier. C'était un tapissier à peau haut de gamme, donc on a préservé, si vous voulez, cet aspect-là. Donc c'est le quartier des antiquaires, donc il y a ce côté un peu antique dealer, vraiment d'antiquité. Et ça permet de mettre vraiment la fleur en avant. Un peu comme si chaque fleur était un objet, comme chaque fleur pourrait être une belle antiquité, le décor permet de sublimer chaque endroit. Chacun des artisans ici apporte sa vision et son expertise de la fleur. On a la chance d'être dans un très très beau quartier de Paris qui draine un passif et une histoire monumentale. Je reste sur des petites vendeuses de fleurs au début du siècle qui vendaient avec leurs petites charrettes, leurs petites pensées en fonction des saisons et qui dépendaient aussi de ça à l'époque. La pensée, la patience, l'amour, chaque fleur est un message. Il faut que la personne, quand elle a un bouquet, qu'elle achète un bouquet chez toi, il faut qu'il puisse rentrer chez lui, se mettre dans son canapé, mettre son bouquet devant lui et décrocher et se faire une balade dans un jardin. À ça que ça sert pour moi et c'est notre objectif, donc de pouvoir faire rêver les gens. Si vous voulez vraiment rêver, réveillez-vous, c'est Noël. Noël et les fêtes, c'est déjà beaucoup de travail. Donc pour nous, ça représente du travail. Mais après, c'est de l'opulence, des choses riches en couleurs, chaudes, bien évidemment. Il y a des fleurs partout pour qui veut bien les voir, disait Matisse. Leur présence légère adoucit n'importe quelle atmosphère. Encore plus éphémère, la vie de l'emballage ne dure qu'un éclair. Comme le dit le proverbe, ce sont les meilleurs qui partent les premiers, car que serait un cadeau sans son emballage? Il redeviendrait aussitôt un simple objet. Les Japonais, grands maîtres de la courtoisie s'il en est, ont fait de l'emballage un art, l'origata.
Le papier cadeau transmet les sentiments de celui qui offre le présent. L'Espace Japon nous en livre une version très simplifiée. Cet emballage est l'un des plus simples à réaliser. Pour que le paquet soit parfait, il faut mesurer la taille du papier par rapport à celle de l'objet. Chaque pli se veut la transcription des sentiments et pensées qui peuvent relier deux personnes et qui rendent le cadeau unique et sincère. À la fin de la période Edo, au XIXe siècle, il y avait plus de 2000 formes d'origata et une personne avertie pouvait deviner ce qu'un emballage contenait simplement en regardant sa forme. Cet emballage est une variante du précédent. C'est la même technique, mais les plis forment un éventail maintenu par un ruban. Pour rendre la chose plus facile, aux États-Unis sont organisées chaque année des séances d'emballage collective entre voisins, où l'on emballe à la chaîne dans une ambiance festive. Cet emballage s'appelle l'emballage kimono car son pliage est semblable à celui du vêtement traditionnel japonais. Facile à réaliser et original à la fois, cette technique est idéale pour des objets rectangulaires comme les livres ou les DVD. Une fois le cadeau choisi, l'emballage réalisé avec amour et attention, n'oubliez pas le moment venu le plus important, la beauté du geste. Quand le paquet est beau, peu importe la taille du cadeau. Maintenant, je vous emmène en Provence, dans les coulisses d'un joli savoir-faire, très prisé à notre époque, les santons. Ce sont des petits personnages de terre cuite qui ravissent les collectionneurs du monde entier et font briller les yeux des enfants dans les crèches de Noël. Les santons du provençal santoun, petits saints, sont des petits personnages en argile créés artisanalement à la main et avec amour. Aujourd'hui, on trouve des santons un peu partout dans le monde, mais il y a une appellation santon de Provence qui désigne un savoir à nul autre pareil. Le vrai santon de Provence est fait d'argile de la Sainte-Baume. Il est représenté vêtu de costumes provençaux du milieu du XIXe siècle, date de la pastorale de Morel. On reconnaît la marque d'un santonnier par son travail minutieux qui ne ressemble à aucun autre. Les premières crèches, c'est Saint François d'Assise qui a créé des crèches dans les églises italiennes, mais nous, en Provence, c'est à partir de la Révolution française, où les crèches ont été interdites, que chaque personne s'est créé son propre petit hôtel chez lui et a commencé à modeler des petits bouts d'argile. Le premier santonnier, d'ailleurs c'était pas un santonnier, il faisait ça à côté, c'était l'Agnel. Et cette tradition a continué au fil des temps. On peut dire que les premières foires aux santons à Marseille ont été dans les années 1890, je pense. Donc c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on peut parler de santonnier en tant que métier. Santonnier est devenu une profession à la fin du XIXe siècle avec l'apparition des premières foires aux santons. C'est l'histoire de la Provence à travers les pastorales que l'on jouait à partir du mois de décembre, qui était toute une mise en scène de personnages donc provençaux. C'est les gens du peuple qui sont représentés. Donc on trouve le pistachier, Gigier, le berger. Vous allez avoir des vieux bergers, mais aussi vous allez avoir par exemple le jeune berger Nicolas qui porte son agneau sur les épaules ou dans les bras. C'est toujours Nicolas. Et ces noms ont été donnés à travers les pastorales. De ces mains naissent ces petits personnages ambassadeurs miniatures de l'une de nos plus belles régions. Première chose du santonnier, c'est mettre l'argile dans l'empreinte. C'est une argile qui est très fine et qui va pouvoir prendre tous les détails de l'empreinte. Chez les Fontanilles, les santons sont une affaire personnelle autant qu'une affaire de famille. Chacun a sa spécialité, son caractère et chaque pièce créée est unique. À la sortie de l'empreinte, on donne l'attitude. Il faut surtout que, quand vous le regardiez, vous sentiez qu'il est prêt à bouger, qu'il est vivant. Après le démoulage, le travail est loin d'être terminé. Commence alors l'affinage. Il faut retravailler les cheveux, les mains, les vêtements, tout ce qui fait la singularité de chaque santon. La fabrication des santons occupe toute l'année. Au lendemain de Noël, il faut déjà imaginer et créer de nouveaux modèles à partir desquels les moules seront fabriqués. La particularité de cette collection, c'est que vous ne retrouverez jamais le même visage et quasiment jamais les mêmes accessoires sur certains santons. Celui-ci, c'est Giger, donc on peut le trouver avec des courges, avec des croissants, avec des choux. Il vient offrir un cadeau à Jésus. Tous les santons amènent une offrande. Chaque santon est différent, une couleur, un geste, une posture.
C'est pourquoi les collectionneurs sont particulièrement friands des santons d'Isoline Fontanille. Certains lui rendent visite chaque année pour s'enquérir des nouvelles créations. Ce sujet, c'est donc la vieille Arlésienne assise qui arrive avec les offrandes que l'on offrait aux nouveau-nés, qui sont le pain, le sel, l'œuf et les allumettes, pour qu'il soit bon comme le pain, sage comme le sel, plein comme un œuf et qu'il ait le feu sacré. Donc ça, c'est les offrandes que chaque personne amène au nouveau-né pour qu'il ait ces 4 qualités dans la vie. Du pain, du sel, une allumette, un œuf, des offrandes qui nous éloignent considérablement des Spider-Man et autres Hello Kitty. Mais revenons à nos santons. Une fois cuits au four, il ne reste plus qu'à les peindre. On crée nous-mêmes nos couleurs à l'aide de pigments naturels et d'ocre de Provence. Et après, quand on a déterminé l'harmonie, on va faire des petits détails. Donc c'est des petits pinceaux qui vont nous permettre de faire des points très réguliers et surtout bien disposés sur le châle. Parce que c'est la disposition qui rendra vraiment le châle vivant et réel. Si réel que ces lavandières semblent danser la farandole. Ce que nous demandent les clients, c'est de créer vraiment un mouvement dans la crèche. Donc, ils demandent aussi la nouveauté de l'année. Donc, nous, on ne réinvente pas la roue chaque année, mais on essaye d'avoir une petite originalité face aux autres. Aujourd'hui, Isoline a plus d'une centaine de modèles. C'est sans fin, c'est sans fin. On peut redécouvrir un berger, on peut le faire d'une façon différente, lever les yeux au ciel, lui amener une petite touche particulière. Il n'y a pas de fin. C'est sûr que chaque année, c'est difficile de trouver le nouveau sujet de l'année, mais on y arrive aisément parce que la Provence... La Provence. Ces santons célèbrent chaque année cette source prodigieuse d'émotions et d'inspiration. Tout ça, c'est bien joli, mais comment renouveler les menus traditionnels? Nous avons demandé à 3 grands chefs de nous donner des idées. Cadeaux emballés, robe prête à être enfilée, last but not least, il reste le repas à préparer. Pour vous conseiller, nous avons fait appel à 3 chefs étoilés, entrées, plats, desserts et bien sûr beaucoup de savoir-faire. À vos casseroles, et aussi bizarre que cela puisse paraître, prenez aussi vos thermomètres. Pour l'entrée, c'est à la table ronde que nous retrouvons le chef Denis Briossi, ce haut lieu du Marais, programme pour un public restreint des dîners uniques et inédits. Ce soir, ce sera un foie gras poché au Barolo, avec un consommé de canard, des gnocchis farcis au basilic et des légumes de saison. Donc on commence à chauffer du Barolo dans une casserole, température à environ 80 degrés. Ensuite, dès qu'on a la température exacte du vin, on va reverser les vins sur le foie gras qu'on va garder au frais pendant 12 heures. Le jour d'après, vous allez voir, ça sera coloré. Juste à l'extérieur, donc violet à l'extérieur, et on aura une couleur rose-marron à l'intérieur du foie gras. On va cuire des gnocchis farcis. En fait, c'est une pâte des gnocchis de pommes de terre étalée avec une farce des basiliques. En consommé, c'est un bouillon clair en fait. C'est comme un bouillon des poules. On fait revenir des légumes, céleri, carottes, oignons. On rajoute des ailerons des canards, des carcasses des canards. On fait revenir, on ajoute du vinaigre des barons en consommé. On ajoute du bouillon chaud. On fait cuire pendant 3 à 4 heures. Et on obtient en fait un consommé très clair. Des légumes qui sont les bienvenus dans ces repas de fête aux lourdeurs convenues mais très attendues, bien entendu. Le foie gras trouve ici toute sa dimension. Il est prodigieusement mis en relief par les assemblages imaginés par ce chef. Passons au 5 avec le chef Éric Briffard qui nous ouvre les portes de sa cuisine et nous livre une belle recette originale. Pour faire rissoler, point n'est besoin de connaître les degrés. Un lit de cèpe, quelques lardons, des mouillettes, ça va pour le moment, nous suivons. Quelle est-elle? Alors, cette recette de Noël va être un œuf mollet avec une mousseline de topinambour, des œufs mollets, avec quelques petits copeaux de Voulletta, qui est une joue de porc sauvage corse, et après sublimé par quelques copeaux de truffes blanches. On cuit ces œufs on les cuit en basse température.
C'est-à-dire qu'on va cuire ces œufs à 66, 64, 66 degrés. C'est pas dur, il faut être au-dessus de la coagulation des albumines. La coagulation des albumines, c'est 60 degrés. Et dès qu'on cuit au-dessus, les albumines, c'est le blanc qui va blanchir. Une cuisine quasi scientifique pour atteindre des sommets gastronomiques. Croyez-moi, j'ai goûté. Cette petite note de sucre du topinambour va vraiment bien s'accorder avec ce côté aillé, gazeux de la truffe blanche. C'est vraiment là le jeu de l'accord. L'œuf, lui, est là par les lipides qui sont là. Le jaune d'œuf, c'est le gras, c'est les lipides. Et lui, il va plus capter toutes ces saveurs pour lui donner une longueur en bouche beaucoup plus longue. Et d'autant plus que le jaune, celui-ci, il va pas être liquide. Donc quand on va le couper, il ne va pas partir au fond de l'assiette, il va rester en bouche. Et là, ça va donner de la longueur en bouche à la truffe. Donc vous voyez, chaque chose a sa place quelque part. Des copeaux de truffes blanches. Et pour couronner un tel plat principal, un cadre digne de cette soirée, n'en doutez pas, vos invités seront comblés. Et c'est sous les augures du gigantesque sapin de l'hôtel Bristol que nous nous attaquons au dessert. Nous avons pensé à nos téléspectateurs aux quatre coins du monde dispatchés pour que, le temps des desserts, la Terre s'arrête de tourner. L'Amérique du Sud est le premier continent à être célébré. Donc c'est mon interprétation du Noël brésilien. Donc j'ai repris les paroles de queijo, j'ai fait, c'est un plat brésilien, je l'ai mis sur une feuille exotique en chocolat. Là ce sont de petites billes de coco garnies de chocolat. C'est au tour de notre vieux continent d'être revisité. Là on a symbolisé, c'est l'Europe. Hein. Donc là, en Europe, traditionnellement, c'est toujours la bûche. Donc nous, on l'a revisité un peu. Je dis, on va faire une bûche argentée, une bûche un petit peu fashion, un petit peu contemporaine. Donc on l'a fait un petit peu blanche, on met de la feuille d'argent. Et maintenant, c'est le continent nord-américain qui va être cuisiné. Ça, c'est une boule mystère qui reprend la pecan pie, un dessert traditionnellement américain. Donc on l'a jumelé cette fois avec du sirop d'érable, de la meringue légère aux amandes, des noix de pécan caramélisées en nougatine dont on a fait une poudre et qu'on a enveloppé notre boule de glace vanille. Et dedans, il y a un sirop café cannelle. Voilà. Voilà maintenant une libre interprétation du dessert oriental. Donc là, on va faire un dessert saveur d'Orient, citron, donc vanille, toutes les saveurs de l'Orient, quoi. On essaie de recréer à chaque fois une mise en scène autour du pays, une mise en scène un petit peu, alors là, asiatique. L'élégance du pliage japonais se retrouve dans ce dessert qui fait l'éloge de l'ombre. Et c'est autour d'une table ronde comme la Terre que l'on va goûter tous ces desserts. Merci à Laurent Janin pour ce Noël planétaire créé spécialement pour Nec Plus Ultra. Le plaisir de représenter tous les continents ou certains pays de nos continents dans des desserts. Donc dans un côté festif aussi. Donc on a représenté le Brésil, donc l'Amérique du Sud, on a l'Amérique du Nord, on a l'Asie, nous avons aussi l'Orient et nous avons bien évidemment l'Europe avec Paris. Voilà. Donc il ne nous reste plus qu'à déguster pour fêter ce joyeux Noël à tout le monde. Il n'y a plus qu'à. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite un très bon et très joyeux Noël. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde. En coup de cœur, quelques idées cadeaux au cas où. En attendant, n'oubliez pas de cultiver votre faculté à vous émerveiller. Merci au Bristol de nous avoir accueillis. Et encore une fois, un très joyeux Noël. Au revoir. Et pour mettre le feu au sapin, il faut choisir ses cadeaux avec soin. Une paire de boucles d'oreilles Christian Dior pour accompagner cette très haut perchée paire d'escarpins au talon virgule. Un sac Renault Pellegrino sous le sapin, voilà une année qui commence bien. Du crocodile, sinon rien pour cette pochette enveloppe Hermès couleur bleu marin. Au croisement de l'architecture et de la sculpture, le style de Hervé van der Straten reconnaissable entre mille.
Des boucles d'oreilles éternamées en or blanc et diamant et une bague pour un soir de Noël totalement irréel. On veut tout. Pour incarner la véritable reine des neiges, un serre-tête en diamant de 24 carats et des boucles d'oreilles en perles baroques, les deux signés Stéphanie Dédier, on veut tout aussi. Un rouge à lèvres Clarins de 716, on est sûr de ne pas se tromper. Un petit tour chez AS29 pour un cadeau personnalisé, une bague de doigts, aile d'ange et boucles d'oreilles assorties. Quelle panoplie, on s'envole. Et pour faire rougir de plaisir son homme, des baskets en veau, velours et tissu signé Lanvin. Un indispensable des fêtes, un étui en cuir Louis Vuitton pour les tablettes. Oh, un pendentif Isabelle Langlois avec toutes ses couleurs, quelle joie! Surtout si l'on peut avoir aussi cette bague améthyste sur vermeil, voilà qui ne peut nous aller qu'à merveille. Et l'homme aussi a ses bijoux, les boutons de manchette de Samuel Gassman, en pâte de verre ancienne et en ivoire, une coquetterie indispensable et originale. Pour donner à ceux qu'on aime de grands horizons, les city guides signés Vuitton. Et pour affiner sa connaissance du luxe national, de beaux livres, les sacs de ville, les grandes tables de Paris et le style français font partie des must-have. Des verres peints, Talmaris, noir et or. Et, pour être pile dans le thème, des verres en cristal gravés avec des scènes de Noël. Des boutons de manchette Lanvin, point d'orgue du look irrésistible de nos hommes. Et le meilleur pour la fin, une bûche glamour et gourmande créée par le chef pâtissier Stéphane Tronchet.